Alors, j'ai le plaisir d'ouvrir cette seconde table ronde qui part de la même constatation que celle qui sous-tend l'ensemble des discussions de cet après-midi, à savoir le constat d'une fracture qui se creuse entre les forces de la gauche et de l'écologie d'une part, et les classes populaires, les petites classes moyennes d'autre part. Ce que l'on appelle de façon un peu caricaturale la France pavillonnaire, avec toutes les précautions et les questions introduites tout à l'heure par Lucille Schmitt, mais qui nous renvoie quand même à des aspirations, à des modes de vie, des modes de consommation, des modes de déplacement aussi, avec une forte dépendance à la voiture individuelle, enfin à des réalités sociales qui battent en brèche les exhortations à la transition et certaines figures politiques de la transformation écologique. Donc pour le dire en plein plutôt qu'en creux, notre table ronde va interroger la capacité aujourd'hui de la gauche et des écologistes à retrouver un ancrage qui soit robuste dans les territoires de banlieue, territoires périurbains, territoires ruraux. Et nous le ferons à partir de témoignages de maires, donc de 5 maires et d'un adjoint que vous avez devant vous, qui ont tous gagné les élections municipales de mars dernier, avec plus ou moins de facilité. Dans un cas d'extrême justesse, et qui représente un spectre assez divers de territoires, puisque nous allons aller de la situation d'une petite commune rurale du pays de Redon jusqu'à celle de la ville capitale, Paris. Donc je ne serai pas plus longue dans cette introduction, puisque ce qui compte, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont ces témoignages, c'est le regard que vous portez les uns, les unes et les autres sur les réalités de vos territoires, sur les erreurs que la gauche a pu y commettre dans la période récente, et puis ce que vous envisagez comme des éléments de reconstruction. Nous avons une bonne heure pour ces discussions, mais je dis d'emblée qu'Emmanuel Grégoire devra partir à 16h20, puisqu'il doit être à Concorde, si j'ai bien compris, à 17h, et qu'il ne prend que le métro. Par conséquent, il faut une demi-heure, voilà, entre Mairie de Montreuil et Concorde, en changeant à Nation. Et donc, moi, je vais devoir aller contre ma nature et être stricte sur les temps de parole, afin que M. Grégoire puisse partir à 16h20, mais aussi, et surtout, dans un souci d'équité de vos temps d'expression. Donc, ceci étant dit, je me tourne immédiatement vers l'édile qui, ici, a gagné son élection in extremis, à une voix près, c'est-à-dire vous, Aurélie Mézières, qui venez d'être réélue maire de Plessé, donc petite commune rurale du pays de Redon. Une commune où vous avez, entre 2020 et 2026, piloté une politique, des politiques volontaristes en matière de participation citoyenne, en matière de maintien de l'activité agricole, qui est vraiment l'un des socles du développement économique de votre territoire, mais aussi sur tout un sujet de long terme. Je pense à la question du logement. Vous avez essayé à la fois de répondre aux besoins de logement dans un territoire, dans une commune qui accueille de nouveaux habitants chaque année, tout en tenant bon, par ailleurs, sur les impératifs de sobriété foncière. Vous avez mené ces actions au sein d'une équipe municipale motivée, enthousiaste. Votre commune a gagné des prix, le prix SIPA Ouest France, le prix de la Gazette des communes, pour ses actions en matière de démocratie participative, pour sa PAC, PAAC, politique agricole et alimentaire communale. Vous avez fait la une du magazine Breton, vous avez été interviewé dans Télérama. Vous avez l'impression, pour reprendre les mots que vous avez employés dans notre entretien préparatoire, d'avoir tout bien fait, mais que ça ne paye pas. Alors pourquoi, Aurélie, quelle est votre analyse de cette situation? Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, en effet, vous avez dressé tu as dressé
un portrait fidèle de l'action municipale que nous avons menée à Plessé. Donc, en effet, ici, je suis la plus petite commune, mais finalement, les petites communes représentent le plus de communes en France, les communes rurales. Et voilà, nous, on était un collectif de citoyens, nous avons beaucoup travaillé la démocratie participative, puisque nous sommes convaincus que faire du commun avec nos différences, c'est mettre les gens autour de projets et justement les faire se rencontrer et gommer, en tout cas par rapport à des projets, nos différences et éloigner en tout cas les extrêmes. On a travaillé sur les questions de logement avec de l'habitat léger, on a travaillé sur les politiques, enfin, en mettant en place une politique agricole et alimentaire communale, puisqu'on a 92 exploitations sur la commune, donc pour dire comment on fait en sorte que cette économie locale, etc., reste sur la commune. Au passage, je dirais que Plessé est aussi grand que Paris Intramuros en termes de superficie. Bien sûr, nous n'avons absolument pas de métro et on ne passe pas par Concorde. Voilà, donc en fait sur le papier, on avait tout, on a été très motivés, on a eu plein d'habitants qui sont venus travailler avec nous, et au final, on a gagné avec une voix d'écart. Et évidemment, ça a été, je savais que ça allait être serré, mais on s'est vraiment là du coup posé les questions, mais qu'est-ce qui a fait que finalement tout le monde disait ça va aller, ça va être facile, etc. Il y a plusieurs choses. Je pense que tout d'abord, on a analysé nos différents bureaux de vote, ce qui était intéressant. La commune est divisée en 5, il y a 5 bureaux de vote. Il y a 2 bureaux de vote qui nous ont fait gagner. Un historique, puisqu'il y a une grosse fête qui se fait là-bas et on était tous issus de cette association-là. Donc historiquement, ce coin de la commune vote toujours plus pour nous. Mais surtout, ce qui nous a massivement fait gagner, et d'ailleurs ça a été une soirée électorale digne d'une série Netflix, puisque c'est au dernier moment, alors que l'équipe en face sortait le champagne, que tout a basculé, et qu'on a recompté 3 fois, bien sûr, les voix. Et sociologiquement, en fait, les gens qui ont voté pour nous, c'est un domaine privé qui est au sein de la commune, qui contient à peu près 800 personnes, il y a 300 maisons à peu près, et c'est des gens... on va dire que c'est la banlieue chic de Plessé, des gens qui sont arrivés plutôt il y a une dizaine d'années dans la plupart, qui viennent généralement de Nantes, etc., enfin de grandes villes, une catégorie donc, de population qui était plus, on va dire, en tout cas en acculturation sur les projets de transition écologique, etc. Mais finalement, en face de nous, la liste, c'était une liste très conservatrice, et avec une population qui nous a dit, en fait, de plutôt âgés, qui nous a dit, mais nous on ne reconnaît pas Plessé, vous avez mis de l'habitat léger, en plus on a Notre-Dame-des-Landes pas loin, donc c'est quoi tous ces zadistes, etc., etc. Donc on a été très en avance sur ce qu'on a pu faire, en tout cas on a eu l'impression, et c'est aussi pour ça qu'on s'est engagé en politique, c'est pas pour faire quelque chose sur un mandat, mais c'est vraiment avoir une vision à très long terme, et les enjeux qui arrivent et qui sont déjà là en termes d'adaptation au changement climatique, etc., atténuation, demandent à ce qu'on soit vraiment visionnaire. Mais cette vision, finalement, elle s'est confrontée à un principe de réalité qui est qu'il y a une résistance au changement, que peut-être on n'avait pas assez appréhendé. Et c'est ça, en tout cas, l'analyse qu'on en fait de notre bout de chandelle, en tout cas, qui nous a fait dire qu'on avait sans doute loupé quelque chose, et pour autant, on avait fait beaucoup de participation citoyenne, et on a acculturé les gens pour ça. Merci, je ne vais pas être trop long. Et tu disais que finalement, en face, les thèmes, ça a été les trous alors, dans la voilà, route et les impôts. Exactement. En face, il y a des trous dans les routes. Ceux qui sont venus dans nos campagnes sortir de l'hiver, il y a des trous partout. Et la grande phrase qui était marquée partout, c'était « on va baisser les impôts de 5%», ce qui évidemment était complètement irréaliste par rapport aux contraintes budgétaires dont toutes les communes font partie, qu'on avait augmenté la dette, mais en fait les ratios étaient les mêmes. Évidemment, on avait investi, il y avait une maison de santé, on est allé sur plein de projets qui, en tout cas, ramènent en plus de l'argent de façon, on va dire, pérenne pour la commune, voilà, sans avoir ce risque d'avoir toujours en lien avec les subventions, etc. Donc voilà, on a été confronté à ça et c'est une voie. Donc, pour la petite histoire, il y a un recours. Bien sûr, je vous invite à suivre nos actualités.
Nous les suivrons. Merci Aurélie. Boris Lemaire, alors je précise que c'est votre nom, Oui. tout un destin peut-être. Vous avez, quant à vous, été réélu maire de Questembert, donc qui est une petite ville de marché avec des halles du XVIIe siècle magnifiques et une petite ville qui polarise un territoire à la fois rural et industriel, avec une activité évidemment d'industrie agroalimentaire, mais aussi de la plasturgie, l'usine Yves Rocher, et j'en passe. Vous venez de l'autre extrémité du pays, d'Épernay, en Champagne, c'est-à-dire une ville qui, elle, a perdu depuis le temps de votre enfance un bon tiers de sa population, et vous êtes réélu, vous avez été réélu maire donc d'une commune qui, elle, est plutôt dynamique, sur la ligne ferroviaire entre Vannes à l'ouest et puis Redon puis Rennes à l'est, qui gagne en population. Alors, pouvez-vous nous dire comment vous avez conduit votre premier mandat, ce qu'ont été vos principales réalisations en matière de transformation écologique, et surtout, est-ce que vous pourriez nous expliquer la posture, donc le ton, la manière, la geste même, que vous avez consciemment adopté pendant ce mandat et qui peut-être explique aussi votre large victoire au premier tour, ce qui est tout de même notable pour cette catégorie de collectivités en Bretagne, où nous avons connu des victoires de la droite sur cette taille de commune assez massivement. Donc vous êtes plutôt une exception dans le paysage des petites villes bretonnes. Merci Azilise. Donc oui, selon l'INSEE, on est un bourg rural et ville-centre en milieu rural breton avec 8400 habitants. Mais alors, c'est pas la surface de Paris, c'est 2 tiers de la surface de Paris, avec 120 hameaux différents et 200 km de voirie. Ce qui est important parce que ça veut dire qu'en termes budgétaires, par exemple, c'est un impact colossal. Je mange la moitié de l'investissement pour faire les routes. 2020-2026, c'était d'abord un mandat de reconquête, puisque la ville était tombée à droite dans le mandat 2014, avec comme seul projet moins d'impôts, moins de services publics, moins de tout globalement. Et donc le détricotage a été notre opération, c'est retricotage, avec un projet de mandat qui était de monter une régie municipale sur la cuisine centrale, la restauration collective. On fait 160 000 repas, 365 jours par an, 84% de bio, parce que 94% de produits locaux, et pas l'inverse. 89% de produits frais, je le dis, donc ça c'est quelque chose qui est très important. On avait du poisson surgelé alors qu'on habite à 30 km de l'Atlantique, c'était incongru. Les mobilités, donc la transformation d'une ville de notre taille, c'est de faire des mobilités. Et en milieu rural, ça a été dit juste avant, comment on fait dans la plateforme, dans la table ronde précédente, comment on fait des mobilités en zone rurale. Ben, on en fait dans les rues, parce que ça c'est simple. Le CEREMA a plein de choses à nous proposer pour faire des chaussées-doux, pour faire des voies vertes. Mais comment on fait quand on a un village qui habite à 5 km du centre? Eh ben, on va faire du chemin creux et on va mettre quand même du macadam sur ce chemin creux aux grandes dames de certains écolos du coin. Ben oui, mais c'est quand même plus pratique et ça gagne du temps et surtout de l'entretien. On gagne aussi un combat de 40 ans de la fin d'un projet d'une 2x2 voies entre Vannes et Questembert. 27 hectares qui étaient consommés dans ce projet-là, on va le chercher dans les mains d'un conseil départemental de droite qui ne rêve que de ça, c'est de faire des longues routes un peu partout pour faire aménager le territoire. Et on le fait juste par la conviction, pas par le combat sauvage, vraiment la conviction. Et puis dernier projet un peu emblématique qui nous a fait faire quelques sueurs, c'est la suppression d'un étang et la réhabilitation d'une zone humide de 2 hectares sur le territoire, et donc ça a créé problème. Et la posture qu'on a eue pendant tout ce mandat, ça a été de se dire, on doit parler à tout le monde. Parce que quand on supprime un étang, je peux vous dire que les 3/4 des gens vous disent, bah oui, mais moi j'ai grandi autour. Et donc on ne les prend pas pour des idiots, et on va les chercher, et on leur parle de ce projet, en expliquant pourquoi c'est pas un recul, et on les fait voter. Donc pour le participatif, tu en as parlé Aurélie, et on fait une vraie votation citoyenne, 30% de participation, sur un projet plus ambitieux en termes d'aménagement de leur espace de vie. Plus de jeux, plus de sport, plus de quoi se balader. Et l'angoisse qu'on avait pour aller gagner cette élection, c'était qu'au présidentiel 2022, Macron arrive en tête avec 33%, devant Le Pen largement. Aux européennes, Bardella est en tête, Ayer est en tête.
Comment on fait pour gagner une ville où la droite, finalement, est devant? Et bien, en fait, on investit aussi deux sujets qui, pour moi, sont cruciaux. C'est la ruralité. Il faut aller parler aux chasseurs. Il faut parler aux agriculteurs, même quand ils sont à la FNSEA, parce qu'on n'a pas le choix. C'est eux qui tiennent le territoire, 56 exploitations. Et puis, aussi, d'assumer très fortement le régalien. Il ne faut pas jamais laisser le régalien à la droite. Donc, des cérémonies dans lesquelles on invite Saint-Cyr-Couët-Quidan, parce que, ben oui, le 8 mai, c'est important de faire le 8 mai. J'ai pris la vice-présidence du syndicat d'incendie et de secours. Les pompiers, c'est hyper important dans une zone rurale. Et puis, finalement, la chose qui est la plus importante, toujours d'être présent sur le terrain, à la moindre animation de la chapelle Saint-Jean, des chasseurs de Saint-Doué, ce genre de choses, parce qu'en fait, si on ne leur parle pas, ces gens qui ne votent pas pour moi, je suis très à l'aise sur le sujet, et ben, si on ne leur parle pas, finalement, on laisse le champ à l'extrême droite, et c'était une liste plutôt d'extrême droite en face de nous. Merci Boris. Et sur le timing d'une campagne, je me permets de dire, à partir de ce que vous m'avez raconté avant, que vider l'étang de Sénac, donc pour le grand système hydrique, vous l'avez fait très en amont, de façon à ce qu'au moment de la campagne, voilà, la chose soit entrée dans les mœurs. Et moi j'ai souri à ce que m'a raconté Aurélie, parce que la porte de l'église a disparu pendant la campagne, donc apparemment ça a nourri les conversations, pour être rénovée. Mais ce que les habitants ne savaient pas tout à fait. Donc c'est vrai que parfois on a des éléments qui viennent se télescoper pendant le temps électoral. Alors nous allons changer de territoire, nous rapprocher du barycentre montreuillois. Sophie Pascal Léric, vous venez d'être élue pour la première fois maire d'Arcueil, donc une ville ancrée à gauche historiquement. Et une ville où, sur le papier, tous les ingrédients de politique sociale et écologique ont été déployés de façon volontariste. Donc, vous pourrez nous en dire deux mots sur la cantine, la ville comestible, la rénovation thermique du patrimoine du principal bailleur social. Vous avez rassemblé la gauche de Place Publique à LFI au premier tour, mais néanmoins, vous n'êtes pas parvenu à convaincre l'électorat populaire du quartier du Chaperon Vert lors de ce premier tour. Ce qui vous a amené à faire alliance au second tour avec un candidat iconoclaste, Karim Baouz, qui est à côté de vous et qui s'exprimera aussi. Alors pourquoi ce choix d'alliance, sur la base de quel diagnostic et avec quels effets? Oui, merci. Donc effectivement, Arcueil, c'est une ville vraiment ancrée à gauche. Il faut imaginer qu'en 2024, Sophie Taillé-Polian est élue au premier tour législatif avec 58,25% des voix. Donc logiquement, il n'y a pas tellement de sujets dans le rapport gauche-droite dans cette ville. Ça se situe entre 58 et 62%. Et pourtant, au premier tour, après un mandat où on peut imaginer avoir développé plein de politiques publiques qui allaient dans le bon sens, et en termes social et en termes d'écologie, enfin dans tous les champs en fait, en tout cas dans lesquels nos politiques publiques pouvaient se développer, on sent de toute façon qu'il y a un souci un peu avant les élections, et c'est pour ça que la candidature est portée par une partie des écologistes et pas celle du maire sortant. On sent qu'il faut changer un peu l'humeur de la ville, on sent qu'il faut changer la manière de fédérer, et donc je m'y colle avec enthousiasme et détermination, mais à l'issue pourtant de toute cette énergie mise dans ce sens-là, avec une candidature quand même de la leader communiste face à moi, donc qui crée une division certaine au sein de la gauche, et donc une incompréhension aussi. Il y a 7 listes au premier tour, et je suis à 26,6% des voix, avec, donc, comme tu l'as dit, la LFI et des candidats socialistes, écologistes, 50% de citoyens, une grande diversité dans notre liste, une attention portée au fait d'avoir plein de jeunes de moins de 29 ans aussi présents, enfin d'essayer de représenter au maximum ce qui pouvait être notre ville. Et pourtant 26,6%, c'est vraiment un score ultra sanction par rapport à tout ce qu'on pouvait imaginer avoir fait.
Je vais de suite, après les résultats, à 22h même, hein, puisque nous on est avec des machines électroniques, donc ça va assez vite. 22h, je suis face à ma collègue communiste, je lui dis bon, il est vraiment ultra important là de réconcilier la gauche et de réconcilier la ville. À cela, elle me répond qu'elle veut 14 places sur 35, ce qui n'était pas la réponse que j'attendais. Je pensais qu'on allait parler de fond, mais apparemment, ce n'était pas le sens de ça. C'était pas sa logique. Et vers 1h du matin, je vais voir Karim Baouz, qui est ici à côté de moi, et je lui, dans un subway du 14e arrondissement, hein, parce que tout était fermé, voilà, un grand terrain neutre, mais on se voit. Et je lui dis, dans le quartier dans lequel je vis, qui est un quartier opération en rue, qui a été fait par Daniel Breuiller, un de mes prédécesseurs, qui avait été également sénateur et écologiste. Daniel Breuiller, comme toutes les personnes qui ont fait des grandes opérations en rue, il a pensé vraiment ultra bien faire, puisqu'on a enlevé des bâtiments de 12 étages à 12 entrées pour transformer avec une vraie mixité d'habitat dans ce quartier du Chaperon Vert. Et c'est vrai que la mixité existe, elle existe en termes d'urbanisme, elle existe aussi peut-être en termes de qualité de vie, mais il se trouve qu'en fait, moi j'y vis, les gens ne se parlent pas. Et toute une partie du quartier du Chaperon Vert ne me parle pas. Et je ne savais pas pourquoi. Alors cette autre partie, elle parle par contre à Karim Baouz. Et donc quand je l'ai vu au subway, je lui ai dit, écoute voilà, dans un des bureaux de vote, tiens, je fais 10 fois de plus que toi, dans l'autre bureau de vote, tu fais 30 fois de plus que moi. Je crois que si tous les deux, on arrive à faire une union ensemble, on arrivera à réconcilier le Chaperon Vert. Si on arrive à réconcilier le Chaperon Vert, peut-être qu'on arrivera à réconcilier aussi la ville, parce qu'on voit bien qu'il y a une fracture très très forte en fait au sein de la ville. Nous avions fait 5 mois de porte-à-porte et de collecte en fait de ce que les gens avaient à nous dire. On a fait aussi notre programme dans la co-construction permanente et pourtant, en fait, 26,6% au premier tour. Donc, nous avons fait ce choix-là, et je m'arrête, bien sûr, nous avons fait ce choix-là de nous unir afin de réconcilier ces populations. Et il se trouve qu'on a gagné au deuxième tour, ça a déjà été dit, mais surtout très clairement dans notre quartier, alors ça on a vraiment gagné, et surtout on a gagné parce que des gens qui ne me parlaient pas, mais que je croisais au G20, à la pharmacie ou à la boulangerie, maintenant me parlent parce que, en quelque sorte, peut-être ai-je été validée en fait par cette alliance. Et du coup, c'est une très belle opportunité pour essayer de réparer par la suite ce qui n'a pas été correctement perçu et qui a été sanctionné au premier tour. Donc j'imagine que je passe la parole à Karim Baouz. Alors brièvement, parce qu'on va y revenir sur ce qu'est votre projet commun dans le second pan de la discussion, mais oui, est-ce que vous pouvez nous expliquer, Karim, ce que vous représentez aux yeux des habitants du Chaperon Vert? C'est ça, de la couleur, je crois que vous m'avez expliqué, du voile des religieuses qui occupaient le quartier il y a bien longtemps, et vous-même, vous venez du quartier de la Vache Noire, qui vous renvoie à une autre, non pas seulement aux chansons de Renaud, mais aussi à une autre époque dans l'histoire d'Arcueil, un temps où une vache arrêta le train. Et donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'une part ce que vous représentez aux yeux de ces habitants, mais aussi comment que représente le changement de pied ou le changement de posture qu'a opéré Sophie là au second tour. En très succinctement si c'est possible. Une minute. Alors, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous faire une confidence. Si on m'avait dit il y a quelques mois que je serais à une table ronde avec des maires importants et le maire de Paris, franchement, je ne vous aurais pas cru. Alors, simplement dire un mot, en fait, ce qui se passe à Arcueil, c'est... D'ailleurs, je suis très content d'être venu parce que j'ai entendu plein de choses très intéressantes. Et donc l'idée ici, c'est entre personnes de gauche, progressistes, c'est de se dire des paroles de vérité. Donc le constat au niveau de cette ville de banlieue, mais comme dans plein de banlieues, d'une manière générale, il est plutôt amer. La gauche, d'une manière générale, avec ses quartiers, il y a un excellent livre que je vous recommande de Olivier Massenet qui parle d'un rendez-vous manqué. Je crois que c'est vraiment ça.
parce que les gens, malheureusement, les jeunes et les habitants de ces quartiers se sentent peu représentés, peu écoutés. On l'a dit tout à l'heure, on a parlé de considération, ça m'a beaucoup parlé, je parle de respect. Donc, alors, on est à Montreuil, je tiens à dire tout de suite que j'ai grandi à Arcueil, j'ai grandi dans les pouponnières communistes, vraiment la gauche m'a construit, en fait, vraiment ça a été, toutes ces politiques sociales ont été vraiment émancipatrices, vraiment la connaissance de savoir, et vraiment on en voit beaucoup, mais le problème, comme je vous le disais, c'est que la liste communiste s'est maintenue, et je vous dis, parce qu'on réfléchit tous ensemble, on se doit des paroles de vérité, tout allait très bien tant que vous restiez dans votre quartier, vous faisiez des barbecues et vous jouez du djembé. À partir du moment où vous demandez à accéder à des postes de responsabilité, là c'est tout de suite émancipez-vous, mais pas trop. Restez à votre place, on s'occupe de tout. Avec Sophie Pascal Loric, c'est pas du tout ça qu'on a ressenti. On a senti du respect, parce qu'on a un groupe, quand même un groupe de 5 personnes dans un exécutif, c'est pas rien, à des postes, c'est quand même des postes importants. Donc moi, je suis venu ici surtout, c'est pour parler de ces populations. Comme vous dites, qu'est-ce que vous représentez? Vous savez, il y a beaucoup de déserts institutionnels, il y a l'abstention, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a un livre qui s'appelle La démocratie de l'abstention, vraiment qui donne un visage à l'abstention, et c'est un réel problème, que ce soit dans les milieux ruraux et dans ces banlieues-là. Et donc, l'idée maintenant, c'est de partir sur de l'espoir. Il y a l'émergence d'une nouvelle classe politique et ensemble, en bonne intelligence, on peut travailler et faire ce qu'on réussit à Arcueil, ce qu'on va réussir à Arcueil, ça sera peut-être valable pour toute la France. Merci, on y reviendra tout à l'heure. J'en viens au maire de Montreuil, Patrice Vessac. Est-ce que vous pouvez nous dire, Patrice, comment vous avez réussi dans une ville qui s'est transformée assez considérablement sur le plan sociologique ces dernières décennies. Comment est-ce que vous êtes parvenu à convaincre la diversité des catégories sociales de votre ville, depuis les catégories populaires jusqu'aux catégories sociales issues de la gentrification, si je puis dire ainsi? D'abord, j'aimerais dire que, contrairement à l'image qu'a Montreuil, nous ne sommes pas cette ville 21e arrondissement parfois, ou Brooklyn en cours d'achèvement. Il y a une réalité à Montreuil qui est le logement social. Le logement social, c'est 40% de la population du logement montreuillois. Il y a 50 000 familles qui sont dans 50 000 personnes qui vivent dans le logement social à Montreuil. Et donc la réalité de la ville, au-delà de l'icône de ce qui est sur le métro et de ce que l'on visite parfois, c'est en réalité une grande diversité sociale dans lequel il y a ce mouvement que vous décrivez, qui est le mouvement de gentrification, l'augmentation des prix dans le privé, et en même temps le puissant stabilisateur du logement public comme stabilisateur de la diversité sociale. Et du coup, pour commencer à répondre à votre question, nous on accorde beaucoup d'importance depuis des années et des années à une idée simple. Qu'est-ce qui fait que nous avons un destin, une identité commune, une pratique sociale commune? Pardon Emmanuel, quand je rencontre les Parisiens qui ont fait des petits tours de la ville, on met les gens dans des, comment on appelle ça, des bus, et on leur fait visiter les différents endroits de la ville. Et il y a donc beaucoup de gens qui viennent du Carest parisien, et une des premières remarques qu'ils font en arrivant à Montreuil, ils disent très rapidement, la boulangère nous a tutoyés. Ils ont trouvé une vie de quartier qui les a reconnectés d'une certaine manière avec les familles, les amis, les voisines et les voisins. Et en réalité, ça ne sort pas de nulle part. Il y a un énorme travail de fêtes, de vie associative, de liens collectifs pour faire en sorte qu'il y ait une expérience commune, permanente, dans le fait de vivre sur le territoire de Montreuil. Deuxième idée. Troisième idée, il y a pour moi la place et le rôle du service public, notamment sur les enjeux que vous décriviez avec la pouponnière, sur les enjeux d'émancipation. On est un endroit
ou sur des choses très simples, par exemple la participation aux bibliothèques et au cinéma public et au théâtre public. Nous faisons partie des villes, aux côtés d'autres villes de gauche, mais très minoritaires, dans lesquelles on observe partout en France une chute de la fréquentation des bibliothèques et sur notre territoire une augmentation de la fréquentation des lieux de culture. Pourquoi? Parce qu'on a décidé de manière très déterminée de mettre de l'énergie, des moyens, de la vie associative, des acteurs pour aller à la rencontre des publics sur la fréquentation des différents lieux culturels. Et ça forme du coup quelque chose qui tout au long de l'année fait vivre pour moi les familles et la vie montreuilloise dans un sens d'émancipation. Et à mon sens, si j'ajoute, là j'ai pris ce que je pense être les conditions de fond, mais il y a pour moi aussi deux conditions politiques importantes. La première condition politique, c'est qu'il me semble que la liste que nous avons défendue avec la gauche et les écologistes est une liste dont une partie des candidates et des candidats s'ancrent profondément dans la vie municipale et dans la vie des différents quartiers de la ville, dans lequel j'ai des candidates et des candidats qui sont reconnus au moment où on les présente par des milliers de personnes qui se réjouissent de leur présence sur une liste municipale et qui le vivent comme une reconnaissance aussi de la force d'un territoire. Et pour une deuxième raison, je salue le président du conseil départemental que je viens d'apercevoir, Stéphane Troussel. Il y a un copain socialiste qui me disait une fois, ce qui est bien à Montreuil, c'est que quand on a envie d'aller boire un coup, après une réunion politique, on ne va pas se retrouver forcément par clan. Les socialistes, les communistes, les Verts, les Insoumis, le NPA, les différentes générations, les différentes fractions de la gauche, malgré le fait qu'on s'engueule à peu près copieusement comme partout ailleurs, mais il y a un désir d'une amitié commune qui, je crois, s'est transmis par-delà nos organisations politiques. Et je pense que, franchement, face au climat de guerre civile dans lequel il y a beaucoup de lieux où la gauche, quels que soient les partis, a été, c'est un atout en fait puissant que de cultiver aussi un peu de non-violence et de rapport d'amitié entre la gauche politique, sociale et citoyenne. Merci. Alors on va finir ce tour de table en arrivant à vous, Emmanuel Grégoire, donc, dans une position particulière puisque Paris n'est pas juste la somme de ses réalités. Dans l'imaginaire national, c'est vraiment une ville à part, c'est une ville-monde. Donc vous avez une position un peu à part aussi dans cette table ronde. Nous apprenons à vous connaître, pour ceux qui ne sont pas parisiens, et donc nous avons été intéressés par une interview que vous avez donnée à la fin du mois de mars au Nouvel Observateur, dans laquelle vous reprenez à votre compte le constat de cet écart qui se creuse entre les métropoles et leur ville-centre, et singulièrement Paris, et le reste du pays. Alors, c'est un peu la première fois qu'un maire de gauche de Paris endosse un tel constat aussi clairement. On a vu Jacques Chirac qui jouait beaucoup de ses liens avec la Corrèze, mais là, il y a aussi un discours sur des réalités qui ne sont pas des réalités urbaines de votre part. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui nourrit votre constat et quelle est votre vision de ce problème politique? Merci. Ravi de retrouver Montreuil, ma ville d'enfance, et ravi d'être aux côtés de Patrice et de vous toutes et de vous tous aujourd'hui. D'abord, je voudrais dire que je n'ai pas de leçon à donner. Mon analyse, elle est liée à une histoire personnelle, à une histoire politique, et puis à un parcours qui m'éloigne beaucoup des territoires profonds du pays. Moi, je suis très à l'aise avec ça. Je suis dans Seine-Saint-Denis, j'ai vécu la moitié de mon enfance, j'ai vécu la deuxième moitié en adolescence rurale. Moi, j'habite dans un village de 200 habitants, mon lycée était à 35 km, je prenais le car tous les matins à 7h15. Donc la vie rurale, de la mémoire que j'en ai, je la connais, y compris dans ses contraintes, et y compris dans l'acrimonie qui peut se nouer dans le cœur de ceux qui y habitent, au regard de ce qu'ils observent, de ce qu'ils ressentent. Et comment on le ressent?
On ressent un week-end par mois en allant à la grande ville faire ses courses un peu loin, là, c'est dans les grands centres commerciaux qu'on n'a pas exactement en ruralité, dans la défracturation totale du tissu périurbain et rural. Moi, dans mon village, Saint-Fort-sur-Gironde, quand j'étais petit, il y avait une mercerie, il y avait une boucherie, il y avait un coxy, l'équivalent petite supérette, il y avait une quincaillerie, il y avait un bar-tabac et il y avait un bar-restaurant. Il reste de tout cela rien. Rien du tout. Et cela, 20 ans, et un peu plus, 30 ans après. Ouais, je sais. 30, les 10 ans d'explication. Et donc, moi, j'ai eu une expérience dans mes relations personnelles, amicales, etc., de ce que je crois être un hiatus fondamental, et comme je ne vais pas être trop long, je vais aller à l'essentiel. La gauche a construit un récit idéologique, ou en tout cas principalement structuré autour de la social-écologie. La social-écologie, je vous le dis un peu cash et de façon un peu caricaturale, ça parle aux grandes villes, ça ne parle pas au pays. Ça ne parle pas au pays. Et ça ne parle pas pour de bonnes raisons, sur lesquelles je pense qu'il faut réfléchir, y compris en partant de petits fils un peu absurdes. Et moi-même, ça continue à m'interpeller. On me dit, ah ouais, dimanche soir, tu as pris ton vélo pour aller à l'hôtel de ville. Certains ont qualifié ça de révolutionnaire, j'y réfléchis encore. Et deuxième, on dit que c'était un peu provoquant vis-à-vis des campagnes quand même, le décalage, tu vas à l'hôtel de ville en vélo. Non, c'est logique. Quand j'étais à Saint-Fort-sur-Gironde, j'allais au lycée en car. Une fois, je l'ai fait en vélo, parce que j'avais raté le car, je peux dire, je me suis pas remis encore. Et le soir, je suis rentré en foutant le vélo dans le coffre de la voiture d'une copine à moi, parce que les 30 km, c'était un peu long. Et faut comprendre le hiatus et l'interprétation qui est formulée sur des comportements qui devraient être considérés comme simplement logiques. Il est logique que des gens fassent du métro et du vélo, il est logique que d'autres fassent de la voiture, puisqu'ils n'ont pas le choix. Et pourquoi je dis que la social-écologie, qui est notre matrice, à mon avis encore assez inaboutie sur le plan conceptuel, mais c'est notre matrice, elle est issue d'une logique politique qui est née il y a très longtemps, qui est née autour de la gauche plurielle, de l'émergence de l'écologie politique et de la synthèse que nous avons essayé de faire à gauche entre un socialisme productiviste et redistributif et l'écologie politique qui nous a rappelé à une conscience fondamentale, c'est que notre planète n'est pas inépuisable et donc le modèle productiviste, il est voué à l'échec in fine. Pourquoi ça marche en vide? Parce que ce n'est pas un récit de privation, ce n'est pas un récit de renoncement. Parce que nous avons des systèmes urbains denses qui permettent, par la mutualisation, par le partage, par la compacité de la ville, par le côté extrêmement productif des modèles de mobilité, d'emploi, etc., on arrive à faire des villes qui s'engagent sur des pans plutôt vertueux sur le plan environnemental, mais qui ne se traduisent nullement ni pour les classes aisées, à l'évidence, mais pas non plus pour les classes populaires, par un modèle de privation et de renoncement individuel. Et l'archétype que nous alimentons peut-être dans sa caricature nous-mêmes, c'est le Parisien qui mange bio, qui fait du vélo, qui fait gaffe à son tri des déchets, etc., et qui n'a pas de voiture par définition, mais qui se fait 2 allers-retours à New York et à Prague par an en avion. Voilà. Et ça, les citoyens, tout qu'ils soient, ils le savent. Ils le savent. Et moi, je pense que l'un des sujets, on peut poser la question, est-ce qu'on peut gagner encore les métropoles? Or oui, il y a des endroits où la gauche gagne encore des métropoles, et donc il ne faut pas non plus tomber dans la caricature de la confrontation. Mais je pense que, et ce que je disais dans cette interview, mais je l'avais déjà dit avant, mais c'est que il faut qu'on arrive à construire un récit national qui parle à tout le monde à la fois. Et lui, quand on parle du rapport de Terra Nova sur la fameuse stratégie électorale des centres urbains, etc., c'est d'abord faire beaucoup de caricatures sur ce rapport, que moi-même à l'époque j'avais critiqué, mais qui n'est pas la caricature qu'on en fait non plus, et qui est plutôt la déduction d'une stratégie sur la base d'une analyse électorale, plutôt que la construction d'une stratégie électorale cynique au départ. Je crois que sur les élections locales, nous avons toujours un chemin de représentation, d'un imaginaire politique que les gens comprennent. C'est valable, je pense, pour ce que je connais, c'est-à-dire les communales et les départementales. Mais je pense que sur les régionales aussi, on a des espaces d'expression sur des politiques publiques qui sont incarnées où spontanément vous dites à la personne « Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une politique locale de gauche ?» Oui, ça coche quelques cases, grands marqueurs, etc. Mais sur les enjeux nationaux, ce n'est pas le cas.
Et moi, je crains beaucoup sur les élections locales, je les crains d'ailleurs à Paris, mais à d'autres endroits, à l'occasion des dernières municipales, c'est que d'une certaine manière, notre fragilité sur les enjeux nationaux finisse par contaminer nos ancrages territoriaux. Et c'est pas la première fois dans l'histoire, c'est exactement l'histoire du cycle de la crise de la SFIO et l'époque où elle a perdu sa matrice nationale pour plein d'autres raisons que celle que j'évoque là, mais où elle a su, à travers son ancrage territorial, rebondir et recréer les conditions dans une myriade de clubs et de réflexions et celui y concourt, et comme dans d'autres, et à un moment donné, il faudra que tout ça recoagule. Mais je crois que nous avons à répondre à un questionnement très complexe sur le fond, assez simple sur l'objectif. Quel est le récit national que nous proposons et qui est cohérent, quel que soit l'endroit où on le formule? Il faut que ça réussisse à convaincre un électeur standard de gauche. Et Patrice a raison sur un point sur lequel je pense qu'il faut faire attention, c'est le sujet du logement. Toutes les villes, toutes les hypercentres, les grandes métropoles, mais c'est valable aussi pour les villes, dès lors qu'elles ont un peu de dynamique, elles ont un phénomène de gentrification qui est inhérent à l'histoire et au marché de l'immobilier. Le seul moyen de le neutraliser, c'est les outils de régulation sur le logement, sur le stock, le logement social et le logement abordable que nous développons. Cette question-là, elle est fondamentale sur les grands équilibres. Et je pense que la question du logement est une question qui est mal pensée aujourd'hui, alors qu'elle est devenue centrale pour un principe assez simple, c'est que partout où il y a de l'emploi, il n'y a pas de logement, où il est trop cher, et partout où il y a du logement, il n'y a pas d'emploi. Et qu'il faut aussi se délasser de cela, parce que c'est aussi quelque chose qui concourt, je crois, au clivage. Et je pense que le clivage, il est en réalité moins entre le fait urbain et le fait rural, parce qu'il y a des endroits, je connais des endroits ruraux qui fonctionnent extrêmement bien. Il est entre les lieux d'emploi et les lieux d'habitation. Il est dans les endroits où il y a de la création de valeur et des endroits où il n'y en a pas. Et le plus grand drame, je crois, des territoires de notre pays, quels qu'ils soient, certains peuvent être urbains, d'autres, c'est ceux qui ont perdu tout moyen de créer de la valeur. Certains ont pu en créer des substitutifs, ça peut être remplacé par le tourisme, remplacé par d'autres types d'activités. Mais je crois que l'obsession de la réflexion de la gauche doit porter sur la question de l'articulation de l'ambition et de la vision économique et de son articulation sociale, et évidemment la question de sa soutenabilité environnementale. Et si je crois que la gauche a un défaut central dans la perception qu'on a de l'opinion publique, c'est qu'ils ne nous font pas confiance pour mettre notre pays sur les rails de la prospérité. Et que là où il n'y a pas de la prospérité, il y a de la privation, là où il n'y a pas de prospérité, il y a des inégalités. Et je crois que malheureusement, si on ne répond pas à cela, et c'est, je le crois, beaucoup plus important que la question finalement de la composition de la gauche et de savoir qui est avec qui, et la question du leadership viendra naturellement dans un deuxième temps. Alors avant que vous ne finiez, est-ce que vous ne pensez pas que justement, précisément sur ces enjeux de prospérité, de partage aussi des richesses, de rééquilibrage des dynamiques sociales, territoriales, il y a un rôle pour les coopérations entre collectivités, puisque vous parliez d'un risque de contamination par la tête, pour peu qu'on puisse encore parler de tête, puisque bon, l'idée d'un grand sursaut des têtes d'appareil aujourd'hui apparaît comme une sorte de mirage. Est-ce qu'il n'y a pas une voie là, intermédiaire, à explorer peut-être avec plus de volontarisme dans la capacité qu'ont les territoires à dialoguer entre eux, à coopérer et peut-être à mettre en place ces stratégies de développement, de prospérité, de transition écologique? Et comment est-ce que vous tissez, ou vous envisagez de tisser ces liens-là avec Arcueil, avec Montreuil, et puis sur un autre plan, peut-être plus symbolique, peut-être en matière culturelle avec le reste du pays? Oui, alors d'abord c'est surtout les plans avec le reste du pays. Donc oui, je suis ultra coopération, oui, je suis très métropolitain, ceux de la SAC, c'est qui est Stéphane Roussel, mais je le dis, c'est Patrice Le C, et plaisir à travailler bientôt avec toi, on a lundi le conseil métropolitain, mais d'abord, il y a déjà des coopérations. On a déjà un haut niveau. J'y rajoute, moi, un sujet personnel qui me préoccupe, c'est que Paris, à bien des égards, dans la lecture médiatique que j'essaie de faire avec un peu de distance, devient largement une représentation symbolique de la sécession des élites, et ça m'est insupportable. Ça m'est insupportable d'abord parce que ce n'est pas juste. À Paris, je suis désolé, parfois on a un peu la caricature de nous-mêmes, mais Paris, le taux de pauvreté, il est supérieur à la moyenne nationale. Il y a à Paris des dizaines de milliers de foyers qui vivent en dessous du seuil de pauvreté et des minima sociaux.
Et s'il n'y avait pas la gauche pour les protéger très puissamment, c'est des pans entiers. Et Patrice a raison, rappelait le chiffre de 40% de logements sociaux à Montreuil. Dans le 19e, il est de 50. Dans le 13e, qui sont les deux arrondissements plus grands que Montreuil en termes de nombre d'habitants. On a des arrondissements, et c'est un peu le déséquilibre historique, d'ailleurs, qui est très lié à l'histoire de l'Est parisien, de l'Est grand parisien. À Paris, il y a des territoires qui ont besoin de nous, de solidarité, d'entraide, et d'autant plus essentiel que ce sont ceux qui font fonctionner la ville, et fonctionner ces aménités positives dont tout le monde réussit à... La difficulté, c'est que ça ne peut pas passer que par la coopération des collectivités. D'abord parce que le champ de compétences des collectivités est encadré par des critères assez précis. Et deuxièmement, que l'État nous étrangle. L'État nous étrangle collectivement pour empêcher que nous déployions des choses plus importantes. Et donc, je le dis avec un peu de conviction, je ne suis pas du tout dans la rhétorique qui considère que les maires vont sauver le monde. Non, c'est le pays, c'est l'Assemblée nationale, le Parlement européen et le gouvernement qui dirigent le pays. Et nous, on ne peut résister grâce à nos outils. Enfin, il faut prendre la mesure de la gravité de la situation. Nous devons avoir pour objectif de reconquérir le pouvoir nationalement si nous voulons concrètement agir. Parce qu'on ne peut pas faire de miracle avec le CGCT et les moyens qui y sont attachés. C'est ça la réalité. Et donc, on ne peut pas compenser de mauvaises politiques nationale par des mécanismes locaux. Et d'ailleurs, on l'a beaucoup fait en réalité. Pourquoi les dettes des collectivités, elles ont augmenté? Mais parce qu'on est obligé d'intervenir massivement sur des champs que l'État n'assume plus lui-même ou plus totalement. La santé était au cœur des élections municipales 2020. Ce n'est pas une compétence municipale, ou très marginalement, au regard de l'organisation de notre système de santé. Les demandes qui nous sont formulées en matière de sécurité, c'est bien parce que la gendarmerie nationale et parce que la police nationale ne font plus leur travail. Donc d'une certaine manière, c'est important que nous y répondions, mais il ne faut pas accepter non plus l'idée ou le récit que la gauche se sauvera dans les collectivités territoriales qui compenseront le désengagement de l'État. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible, et je vois des mains qui font des grands en disant que la ligne 9 fonctionne très bien. Attends. Voilà. En tout cas, je veux dire, c'est que les cadres de discussion là-dessus sont très importants, et moi je suis très friand, certains le savent ici, de discuter techniquement, précisément sur des dossiers en matière de logement, en matière de coopération économique, pour qu'on arrive à faire des choses concrètes tous ensemble. Merci. Je t'explique la Paola. Si je reste, je persiste quand même un peu sur cette question des coopérations. Je me tourne à nouveau vers vous, Patrice Bessac. Plutôt là, en quittant le terrain strictement municipal, mais au titre de votre statut de président d'Est Ensemble, comment est-ce que vous voyez ces enjeux de coopération à l'échelle métropolitaine et aussi peut-être de rééquilibrage, de partage de la prospérité, de travail en commun sur les liaisons, les transports, et puis aussi sur tous les grands besoins fondamentaux, l'eau, l'énergie, etc. Si je puis me permettre, j'aimerais juste essayer de répondre une seconde à la question des métropoles. La gauche peut-elle encore gagner les élections? Emmanuel Grégoire a posé dans sa première intervention un sujet qui est le rapport Terra Nova. Moi, je trouve que Donald Trump a répondu d'une certaine manière au rapport Terra Nova en maintenant une stratégie électorale dans laquelle il a considéré qu'aucun des territoires n'était un territoire perdu pour lui. Et contrairement aux démocrates, il a investi massivement sur l'ensemble du territoire fédéral américain pour faire levier en termes de mobilisation et trouver ses électrices et ses électeurs. Or, je pense que quand on essaye de penser à cette question, il faut regarder assez lucidement le fait que pour ce qui nous concerne, nous considérons aujourd'hui qu'une part des territoires est quasiment perdue pour la gauche naturellement. Or, je reviens au propos d'Emmanuel Grégoire, il y a des questions de classe assez profondes qui se posent. Emmanuel disait, il faut regarder là où les gens habitent,
là où les gens travaillent, là où se situent les pôles de richesse, là où se situent les pôles d'habitation. C'est un des problèmes structurants pour les gens qui vivent dans le périurbain et le rural, avec un impact du temps de déplacement domicile-travail extrêmement important sur le fond d'une stratégie nationale du patronat, d'une partie des élus locaux, qui a été, pour échapper aux syndicats et aux grands ensembles collectifs, de reconstruire une partie de l'industrie française et des lieux d'emploi dans le périurbain et dans le rural. Une partie de la banlieue lyonnaise, par exemple, est vraiment l'illustration des heures de transport qu'on a imposées aux gens qui travaillent plutôt dans le secteur productif, dans le secteur ouvrier, dans le secteur de la grande industrie du logistique. Et du coup, pour nous, qui avons été plutôt historiquement structurés dans des ensembles collectifs, c'est un public qui a disparu. Et donc, pour moi, la question, quand certains disent, de toute façon, les gens votent Front National, on ne peut rien faire contre, et donc il n'y a pas grand-chose dans l'immédiat à faire avec. Peut-être qu'il faut s'interroger sur le fait que notre absence de réponse à l'endroit de la vie concrète de ces personnes, mais de réponse non pas identitaire, mais de réponse aux questions de travail, de transport, de scolarisation, d'organisation collective, de contrat de travail, nous a conduit massivement à faire basculer une partie du territoire dans les bras du Rassemblement national. Et je pense que, en vérité, les oppositions que l'on qualifie sont des oppositions qui parfois témoignent surtout d'un manque singulier de travail en dehors de nos périmètres d'intervention et de responsabilité. Pardon de ne pas avoir répondu. Je me tourne vers Sophie et Karim. Vous avez beaucoup parlé de fracture, d'une ambition de réconciliation à l'échelle de la ville d'Arcueil. Alors, quelle méthode, quelle stratégie entendez-vous déployer sur la base de cet accord électoral que vous avez noué au second tour pour réconcilier les habitants de votre ville, d'abord entre eux? On a bien compris que là, il y avait deux types de populations qui se croisaient, et puis aussi avec le projet que vous avez de transformation sociale et écologique à l'échelle d'Arcueil. Moi, j'aime bien une citation de Victor Hugo qui dit « Aidons, secourons, protégeons, avouons la faute publique et réparons-la ». Et donc, dans l'idée, j'aimerais bien qu'on démarre par juste être la réconciliation, mais aussi la réparation, et donc aborder en fait les politiques publiques que l'on porte historiquement, et les nouvelles que l'on doit mener dans une logique un peu d'artisanat, quoi. C'est-à-dire être de nouveau très en proximité, très dans l'écoute, très dans la co-construction, rien plaqué, mais tout travailler de manière assez artisanale pour justement créer de la compréhension et de l'adhésion. Et je pense que la force de notre union, mais celle aussi avec toute la composition de ma majorité qui rassemble toutes les forces de gauche, donc qui sont habitées de la même envie et de la même dynamique, c'est vraiment d'essayer de faire ces réparations en étant très proche des gens et de se servir justement des capacités qu'on a à aller plus naturellement vers un ou un autre public, de rassembler tout le monde grâce à cette dynamique ensemble. En tout cas, artisanat et proximité et réparation. Voilà. Tout à fait d'accord, Sophie. Ajouter aussi beaucoup de terrain, parce qu'on dit souvent que c'est la gauche, les quartiers ont abandonné la gauche, mais c'est plutôt la gauche qui a les quartiers, donc beaucoup de terrain. Je crois aussi beaucoup à la sincérité, la sincérité dans l'engagement. Également un corpus idéologique. Très honnêtement, il y a la France Insoumise qui a vraiment, j'ai vu les thématiques au niveau
au niveau projet, au niveau vision, c'est construit, mais sur le reste de la gauche, je ne vois pas d'idée vraiment. Ensuite, le langage jeune, il faut absolument s'y mettre. Moi, j'ai créé un TikTok, j'ai été surpris, j'ai eu 1,5 million de vues, donc c'est vraiment enfin, les jeunes sont là, quoi. C'est une jeunesse qui est bouillonnante, qui est disponible, et il faut savoir lui parler. Également, voilà, après je vais dire surtout en conclusion, et avant, c'est ce qu'on a fait aussi avec Sophie Pascal Leric, la confiance c'est quand même quelque chose de très important. Donc la gauche aussi, elle doit ouvrir les portes à ces nouveaux représentants à l'émergence de cette nouvelle classe politique, entre guillemets, issue des quartiers. Et j'ai envie de dire aussi en conclusion que la gauche, pour gagner les cœurs, elle doit revenir où elle est née en fait. Elle doit faire confiance, hein. Elle doit pas être dans les discours, mais elle doit être dans les actes. Et surtout, il va falloir, il y a tout un travail de réconciliation à faire. Et si ça marche à Arcueil, ça marchera en France. On va retourner nos deux collectivités bretonnes. Je vais vous poser la même question et je demanderai d'abord à Aurélie Mézières puis à Boris Le Maire de répondre. Quelles sont, à l'aune aussi de vos expériences respectives, dont on a compris qu'elles étaient assez différentes, quelles sont, à vos yeux, la meilleure façon d'ancrer dans la durée, parce que vous avez commencé à opérer des transformations, mais celles qui viennent sont peut-être les plus compliquées, puisqu'il y a un approfondissement à opérer. Donc, comment est-ce que vous allez faire pour porter, ancrer votre projet de préparation de l'avenir, de protection de la cohésion dans vos communes respectives? Eh bien, on a pas mal parlé, en fait, en effet, entre Paris, les déplacements, etc. En ruralité, on a beaucoup... disons que les discours ont souvent été il faut prendre le vélo, et tout à fait ce qui a été dit, c'est-à-dire c'est facile quand vous êtes en ville de prendre le vélo pour aller au travail. Quand vous êtes à Plessé, que la majorité des gens travaillent à Nantes, Rennes ou Saint-Nazaire, voilà, 40 km, c'est compliqué. Et donc on a souvent eu le sentiment d'être un peu les moutons noirs, on va dire, de la transition, etc. Pour autant, donc on a essayé, nous, de mettre en place des pistes cyclables, etc., qui sont les bienvenues, mais qui ne correspondent pas de toute façon à une réalité. Elles sont très bien pour aller amener les enfants à l'école, mais quand vous devez les déposer et repartir à Nantes, c'est pas pratique. Donc on répond pas forcément. Et toutes ces injonctions, en fait, que l'on reçoit dans les territoires ruraux, il faut absolument qu'on les transforme en récits positifs. Il n'y a personne qui change, et je parlais de la résistance au changement tout à l'heure, personne ne change quand on vient vous dire c'est pas bien de faire ça, c'est pas bien de prendre sa voiture, c'est pas bien pour la planète, etc. C'est inaudible pour les territoires ruraux, en fait. Et donc on a besoin de trouver des coopérations et des outils qui sont aussi en adéquation avec les finances que l'on peut avoir. Donc nous, au niveau de l'agglomération, par exemple, au niveau des mobilités, on a mis du transport sur réservation, etc. C'est des petites choses, mais finalement qui rendent vraiment service aux gens, et on leur dit pas, c'est pas bien de prendre votre voiture, on leur dit, voilà, vous avez votre voiture, et peut-être que pour certains trajets, il peut y avoir des alternatives, et de les amener à des changements. Et c'est cette histoire de récit que je trouve qui est importante, qu'il faut que peut-être nous-mêmes qu'on réinterroge à l'aune de notre une voix, parce que je pense que tout le monde m'appelle la mère à une voix maintenant, en tout cas de redéfinir sans perdre de vue ce qu'on a envie de faire, parce que ces transitions elles sont importantes, mais vraiment de repartir de ce que les gens ont besoin, sans être dans la culpabilité. Et pour ce changement, eh bien, il faut que ce soit en tout cas un récit positif, et ça va être ce à quoi on va s'atteler. Et là encore, rendez-vous dans quelques mois. Du coup, pour continuer sur la réflexion, alors, dans la table ronde précédente, on a parlé de la social-démocratie qui devrait se transformer en social-écologie. En fait, nous, on a capitalisé sur un héritage. On est dans le Morbihan, la ville rurale qui a le plus gros
budget pour le social par habitant. Parce qu'on a une résidence autonomie avec une trentaine de places, on a une crèche avec une trentaine de places, on a un service d'aide à domicile. Et ça, on l'a préservé et même on l'a renforcé pendant ce mandat. C'est-à-dire que la transition, elle ne peut pas être acceptée si par ailleurs on perd sur le volet social. Et puis, j'ai parlé d'avoir mis en place la régie municipale, mais on le fait en baissant pour 2/3 des familles le coût. Et donc c'est un enjeu qui devient, on mange mieux, mais on mange moins cher. Et ça, c'est important. Et puis aussi, on crée un centre social. En zone rurale, ça se fait peu. Et bien, on le fait pour recréer du lien. Et dans ce centre social, on va parler d'économie du foyer, on va parler de changer sa nutrition, de changer sa mobilité. Et on le fait aussi en prenant garde, à gérer son budget. Parce que souvent, c'est ce qui nous est reproché quand on est dans des politiques écologistes, on va dispendieux. Ben, nous, on a baissé la dette, on a augmenté l'investissement pendant 6 ans. Parce qu'on a été rigoureux, certes, mais aussi parce qu'on a été chercher beaucoup de subventions, parce qu'il y a plein de domaines où c'est possible. En revanche, ça veut dire créer de l'ingénierie. Et dans les zones rurales, l'ingénierie administrative pour aller chercher ces subventions. Donc nous, on attend de l'État dans nos territoires qui nous aide pour être plus efficace. Si on veut améliorer les transports et les mobilités, on va aller chercher le versement mobilité, comme ça se fait dans toutes les agglomérations, sauf que nous, on va avoir un tout petit budget. Et donc, comment on fait pour relier 13 communes à la gare centre? Eh bien, ça va probablement être compliqué. Et donc, du coup, je voudrais faire une petite passe décisive à la table ronde suivante. C'est, moi je dis, on peut faire de la social écologie à l'échelle locale, et donc il va falloir qu'ils regardent un petit peu comment nous on fait. Parce que l'extrême droite, si elle gagne en 2027, c'est pas parce qu'elle aura raison. C'est juste parce qu'on n'aura pas réussi à incarner quoi que ce soit de crédible, parce que souvent on est dans l'entre-soi. On ne sait pas parler au-delà de notre propre échelle partisane. Et je prendrai l'exemple de... J'ai été chercher la présidente de l'OGEC, l'organisme de gestion de l'école privée. Et elle me dit, mais Boris, tu viens me chercher, mais moi je me sens de centre droit. Et je lui ai mis le bilan du mandat sous les yeux et je lui ai dit, trouve-moi une seule mesure que j'ai prise pendant ce mandat avec l'équipe sur laquelle tu aurais voté contre. Et il n'y en a pas une seule. Et donc elle a réfléchi pendant une semaine et puis elle est venue me voir, elle me dit, écoute, je suis partant et puis je vais travailler sur le commerce parce que le commerce dans notre centre-ville, c'est ce qui fait qu'on va continuer à faire du lien social. Et elle a utilisé le mot social, bah, du coup j'étais heureux. Et elle est venue sur notre liste et du coup, ça explique aussi pourquoi on fait 65%, là où si je fais la somme de toutes les forces de droite et de centre-droit aux dernières élections, c'est plutôt l'inverse. Et donc j'invite quand même tous ceux qui sont sur la table ronde suivante de se dire exactement ce qui a été dit du côté d'Arcueil, exactement ce qui a été dit du côté de PC. Il faut parler à la population. Et je donnerai le dernier exemple. On a sur notre territoire, le bassin d'emploi de Questembert, c'est celui de Vannes. L'usine Michelin l'a fermé il y a maintenant 1 an. J'ai été voir Loïc Chénégirard, le président de la région, j'ai été voir le maire de Vannes, Renaissance, et je leur dis, mais pourquoi vous n'avez pas été voir les ouvriers? Parce que moi, je suis conseiller départemental, l'usine, la fermeture a été annoncée le lundi, le vendredi, qui est mon jour de session, et bien à 7h30, j'étais au cul de l'usine, à discuter avec les ouvriers, les employés qui allaient perdre leur emploi. Je ne leur ai pas promis quoi que ce soit, je suis juste venu les écouter. Et pendant ce moment-là, eh ben, j'ai dit à David Robot, le maire de Vannes, j'ai dit, ben, vous avez perdu des voix pour le RN. Et j'ai dit à Loïc Chénégirard, qui est en charge du développement économique, puisque c'est la région, c'est à lui d'y aller. Il n'a pas de solution à court terme, mais il doit être là au soutien. Et quand on dit que la gauche ne parle plus au quartier, ben, c'est juste ça, la présence. Je suis d'accord, la présence, effectivement, la fête de quartier, la fête de chapelle, et aussi quand il y a des drames, et aussi quand il y a ce genre de choses. Donc, tous ceux qui sont là derrière, dans la table ronde, et qui ont une partie de notre destin pour 2027, je l'espère, parce que je pense que c'est tout à fait possible, c'est d'abord de l'ancrage au plus proche de la population et pas des incantations. Et on ne donne pas de leçons quand on fait de l'écologie, on l'explique avec humilité, parce qu'en fait, quand on parle à l'intelligence individuelle et collective, on arrive toujours à expliquer les solutions. Je crois que ça fait une très belle conclusion. Merci à vous cinq. Malheureusement, je crois que les membres de la table ronde suivante sont restés à l'extérieur. Donc je t'invite à aller leur passer le message en direct, Boris. Merci.